J'ai en effet l'honneur et la joie de réunir en ces lieux et de vous présenter, cher jury, des orateurs de Sciences Po Ex de première, deuxième et quatrième année. 2 hommes et 2 femmes qui, par leur talent, leur expérience, leur rhétorique et leur personnalité, se sont distingués lors des phases de sélection. Ils sont ici pour vous prouver qu'ils ont quelque chose à dire et peut-être qu'ils auront le dernier mot. Chers orateurs, malgré un public physiquement absent, un jury exceptionnel s'est déplacé uniquement pour apprécier vos prestations et vos qualités oratoires. Sans plus attendre, applaudissons notre jury. Monsieur Roland Blum, ancien étudiant de notre bonne maison, qui est avocat au barreau de Marseille depuis 1978, ancien député des Bouches-du-Rhône de 1986 à 2012 et ancien maire du 6e secteur de Marseille de 2001 à 2008, sera le président de notre jury. Monsieur André Roux, agrégé des facultés de droit, professeur émérite de notre bonne maison de droit public et directeur de la revue française de droit constitutionnel, nous fait également l'honneur de juger vos prestations. Madame Daphné de Morand, comédienne, dramaturge et metteur en scène, saura juger d'un œil critique votre langage non verbal et l'incarnation de vos propos. Également animatrice pédagogique de l'association Eloquentia, l'oratoire n'a plus aucun secret pour elle. Monsieur Tom Benoît, philosophe et essayiste, auteur de l'essai Instinct mimétique et solitude asservie, saura apprécier votre plume, votre réflexion et vos références. Enfin, Madame Aloé Guichard, que vous connaissez, je pense, coprésidente de notre association Ex-Loquence, clôturera ce jury par sa plume incomparable et sa maîtrise des mots. À présent, je laisse la parole à notre premier candidat, David Gad, qui, j'espère, en 4 minutes 30, saura éblouir notre jury. Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère et je l'ai injuriée. De quelle beauté Rimbaud parle-t-il dans ce poème? Cette beauté amère qui l'injurie, qui fuit, ô sorcière, ô misère, ô haine. N'entendez-vous pas là des contraires? Quelle est l'insaisissable essence de ce mot? Comment capter toute la finesse de son sens? La beauté. La beauté. Peut-être trouverons-nous réponse chez son contemporain Baudelaire, qui, dans un poème éponyme, la faisait s'exclamer ainsi. Les poètes, devant mes grandes attitudes, consumeront leurs jours en d'austères études. Quel tableau! Une amère beauté sorcière qui consume la vie. Ce n'est pas comme cela que vous l'imaginiez. Eh bien, moi oui. Voyez-vous, la beauté est un mot qui chante plus qu'il ne parle. Pour reprendre la formule d'Alain, c'est aussi un de ces mots qui fait naître en vous rêves, illusions, désirs, mais qui vous abandonne quand la réalité vous frappe. Vous vous demandez peut-être pourquoi diable Rimbaud, génie du plus jeune âge, Baudelaire, précurseur incompris, peindrait-il ainsi la beauté?
telle une peau de chagrin, une Vénus d'île, qui, lorsqu'elle nous accompagne, nous déchire et nous nuit. C'est pourtant bien simple. C'est que créer le beau relève du don de Dieu, de la nature, de l'enfer, qu'importe. Mais comprenez, ils ne l'ont pas choisi, comme vous et moi, qui lisons, qui rêvons devant tant de beauté. Non, la beauté s'est imposée à eux, et ils en sont les martyrs. Vous pensez peut-être que ce divin prodige est un cadeau, que vous êtes naïf. C'est un fardeau, et ils le maudissent. Rimbaud poursuit dans son poème, et il l'attaque avec raison. C'est vous qui avez volé mon trésor, et dernièrement, m'étant sur le point de faire le dernier couac, j'ai songé à chercher cet ancien festin, mais toute cette inspiration me prouve que j'ai rêvé. Voyez la beauté qui consume le poète, voyez cette amère malédiction qui ne lui inspire que malheur, tristesse, ruine et folie. Car ce n'est pas un hasard si ce poème ouvre une saison en enfer, ce n'est pas un hasard non plus si il ne porte pas de titre. Car comment qualifier cette chose qui guide votre vie et vous anéantit? La beauté. C'est la beauté. Son sens échappe à l'oreille candide, car c'est vrai, Rimbaud, Baudelaire usent du même mot que nous, mais n'en ont pas la même sémantique. Ainsi, le poète, qui a la grâce de créer le beau, peut en saisir la pure et la véritable essence. Il s'en fait ainsi le prophète, parfois au péril de sa vie. Alors oui, la beauté, peut-être cette douce volupté sublime qui caresse l'âme de celui qui l'admire, mais elle est d'abord et surtout cet âpre et aigre démon qui torture son hôte pour faire jaillir de lui le mystère de la vie. Merci. Fermez les yeux. Imaginez-vous les neiges éternelles de l'Himalaya, la splendeur d'un ciel étoilé, l'envol d'une myriade de flamants roses. N'y a-t-il pas de mot plus juste que la beauté pour décrire de telles réalités? À présent, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux sur notre monde meurtri par les épidémies, les actes de violence de barbarie sanglante contre des Ouïghours ou des manifestants birmans. Quelle place y a-t-il pour la beauté en ce monde? Quelle est sa raison d'être? Dans ce poème, François Cheng nous répond. L'univers n'a pas de raison d'être beau, et pourtant, il est beau. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère, confie Rimbaud. N'y a-t-il rien de plus beau qu'une jeune femme, que l'image d'un homme prenant sa bien-aimée sur ses genoux en signe de tendresse et d'attachement, comme s'il voulait approcher encore de plus près cette beauté et que rien ni personne ne les sépare. La beauté fascine, séduit, attire. Mais elle peut aussi tromper, dissimuler, cacher un mal et laisser une saveur amère. Si à l'aube, Rimbaud s'attable au festin de sa vie, où s'ouvrent tous les cœurs et où tous les vins coulent, le soir, il goûte à l'amertume, âcre et râpeuse.
dont la saveur mêle rancœur, tristesse et ressentiment. Il faudrait alors se méfier à la fois de la beauté trompeuse, mais aussi de l'amertume, qui, selon Cynthia Fleury, altère le goût. Mais elle peut aussi nous faire perdre le goût de vivre, comme l'expérimente Rimbaud dans Une saison en enfer sur les rives du Styx. J'entends déjà venir mon contradicteur, me sommant de m'arrêter à ce point, et dès à présent de conclure que la beauté est amère. Mais de tout ceci, que retirer? Qu'il faut rester vigilant, car les apparences sont parfois trompeuses. Mais mon contradicteur a tort, car, cher jury, mesdames, messieurs, je ne m'arrêterai point sur ces provisoires conclusions, car j'ai deux objections à faire valoir. D'une part, la beauté sauvera le monde, rappelle Dostoïevski. Oui, je le clame haut et fort. La vraie beauté humaine est antérieure. Elle jaillit, émane d'une personne et rayonne sur tout son être. N'y a-t-il rien de plus beau de voir qu'une jeune femme amoureuse rayonne à l'idée de voir l'être aimé? Il faut habituer les yeux à percevoir une telle beauté, car on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. D'autre part, devrait-on obligatoirement déplorer l'amertume? Préférez-vous vivre dans un monde du beau, mais totalement illusoire, dans lequel la vérité glaciale, tôt ou tard, grondera, et suite à laquelle vous pourriez succomber? Eh bien non, pour peu que l'on ait conscience d'une réalité amère. À l'instar de Cynthia Fleury, j'ose dire qu'il faut savoir goûter l'amertume, sans défaillir. Car bien que désagréable et âcre dans un premier temps, l'amertume est le prix à payer de cette absence d'illusion. Elle confère une forme de pureté au goût restant. Libres sont les hommes, et libres ils resteront. Entre choisir de vivre dans l'illusion dont le goût est fade, surfait et digne d'un tricatel de Louis de Funès, je préfère goûter à l'amertume. Car après avoir choisi de l'accepter, lorsqu'elle est sublimée, une nouvelle douceur renaît, subtile, vulnérable. Mais alors vous serez libéré, délivré. Ce n'est plus la mer que vous goûterez, mais sur la mer que vous surferez. Alors je vous en prie, ouvrez vos yeux, ouvrez vos voiles, osez la mer. Merci, Joël. Mesdames, messieurs, laissez-moi vous raconter une anecdote. J'ai 18 ans et un soir d'été, je décide de me rendre au casino accompagné d'un de mes plus fidèles compères. Lui, un habitué des lieux, commence à m'avancer sa science des jeux. Alors que nous étions sur le trajet, il me dit de manière savante et posée « Tu sais, Paul-Émile, le problème avec la roulette, c'est que le passé n'a aucune incidence sur le présent. » 30 minutes plus tard, il s'exaltait sur les statistiques des derniers nombres tombés. En même temps, il faut dire que le 9 a été choisi 12 fois sur les 40 derniers coups. Il faudrait être fou pour ne pas miser dessus. Évidemment, il a perdu. Mais ce n'est pas grave, il va se refaire, vous savez, comme Dostoïevski, il est joueur. Cette soirée m'a poussé à réfléchir, non pas sur le comportement décevant et la discordance flagrante des paroles et des actes de mon ami, mais plutôt sur la notion d'hasard, de probabilité, de destin. On y a tous déjà pensé, on s'est tous déjà rêvé d'empocher le gros lot avant de se résigner par peur de perdre. Maman me dit souvent que pour gagner, il faut d'abord jouer. C'est vrai, du moins ce n'est pas faux, mais ce n'est ni suffisant ni satisfaisant. Après une bonne année de prépa scientifique dans les talons, me voilà autour d'une table de poker. Les tours passent et rien à faire. Je décide de jouer une bien maigre main, plus que quelques blindes. Les dés sont-ils jetés? Très attaché à la pensée stoïcienne,
Je considère que les choses sont ainsi et que rien ne peut les changer. Oui, derrière certains airs rebelles, fougueux, désinvoltes, je cache une certaine croyance en la fatale catalepsie du déterminisme. Il faut dire qu'ils me font bien rire ceux qui s'attachent au libre arbitre et à la liberté de chacun. Ah, quand ils l'emportent, c'est grâce à eux, mais quand ils échouent, c'est la faute à pas de chance. Tout ça n'est que baliverne et égocentrisme, fantasme et mauvaise foi. Les hommes se trompent quand ils se croient libres. Cette opinion consiste en cela seul, qu'ils sont conscients de leurs actions, mais ignorent les causes de ce qui les détermine. Spinoza. Ne vous affolez pas, je ne suis pas totalement ancré dans une pensée déterministe. Non, tout n'est pas encore perdu, parce que les déterministes sont d'abord des lâches, et moi je n'en suis pas un, parbleu. La vie est à mes yeux instinct de croissance, de durée, d'accumulation de force, de puissance. Là où la volonté de puissance fait défaut, il y a déclin. Même lorsque les jeux sont faits et que rien ne va plus, je ne vais jamais me réfugier derrière, pas de chance. Cela ne me ressemble pas. Si je suis dans une position si délicate derrière la table ovale, cela ne dépend que de moi. Je dois affronter dignement le destin qui me joue des tours. Alors on divague, on dérive, on noie le poisson, mais on ne dit toujours pas de quoi il est réellement question. Monade des monades, je suis amour et déchaîne mes passions, créateur et destructeur, je suis Dieu. Que vous y croyez ou non, cela m'est égal. Un très bon ami à moi m'a dit que j'avais tout à y gagner en y croyant, et je peux vous assurer que dans ma situation, il vaut mieux mettre toutes les chances de son côté. Les dés sont jetés, navré de vous l'apprendre, mais vous finirez bien par mourir. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les religions juives et chrétiennes s'opposent à la notion de destin. Oui, nous sommes libres et responsables de nos actes, de notre salut. Et la providence n'est en somme que la main tendue de Dieu. Elle n'est en aucun cas une irruption de nos vies par la force. Ainsi, si je ne puis rien modifier aux événements qui m'affectent, je demeure cependant maître de la manière dont je les accepte. Les dés sont jetés, l'ordre des cartes restera inchangé, mais rien ne m'empêche de quitter la table, ou bien de tenter un coup de poker sensationnel et improbable. Le destin se présente à moi, mais je reste libre de l'accepter ou bien de passer à côté. Si la chance se provoque, alors la question n'est plus de savoir quel est le score qu'annoncent les dés, mais qui est celui qui les a jetés. Merci. Mesdames, Messieurs le jury, cher public, tous les professeurs de théâtre, tous les coachs en entretien d'embauche, tous les enseignants qui nous préparent au grand oral, tous ceux-là que j'ai croisés m'ont toujours dit de soigner mon entrée. Car il suffit 1 minute au public pour se faire un avis définitif. Alors, toute cette semaine, j'ai réfléchi, quel genre d'entrée serait le plus pertinent pour ce discours? Voilà plusieurs dizaines de secondes que je suis devant vous. 55, 56, 57, trop tard. Les dés sont jetés. Enfin ça, c'est ce que mon contradicteur a essayé de défendre. En 1 minute, j'ai fait 4 phrases, une douzaine de mouvements de main et cligné 16 fois des yeux. 1 minute, 4 phrases, 12 gestes, 16 battements de cils. Cela vous suffit-il? Avez-vous vraiment fait votre choix? On ne juge pas en 1 minute. On est influencé, peut-être, mais rien n'est fait. À quoi bon parler les 3 minutes restantes si dès la première, mon sort était déjà scellé? Alors laissons mon contradicteur à ses jeux de hasard. Moi, je préfère la stratégie et je profiterai de chaque grain qu'il reste dans le sablier pour placer un pion de plus sur le grand échiquier. Quand j'étais petite, je battais toujours ma mamie aux dames. Elle me disait que j'avais la chance du débutant. Je lui disais « Non, mamie. Je m'entraîne au jeu de la dame afin d'en devenir une au moins tout aussi forte que toi. » Je veux toujours un coup d'avance. Alors que mon contradicteur s'en remet à la chance,
Je veux être celle qui, parmi les joueurs, fixe les règles et pipe les dés. Moi, je laisse les chasseurs de trèfle sur le carreau et je démontrerai que bien que ma première minute soit écoulée, rien n'est encore décidé. Je pourrais encore vous surprendre. Je pourrais encore tout changer. Admettre que les dés sont jetés, c'est baisser les bras face à ce qui pourrait encore être fait. C'est précipiter une décision uniquement pour se soulager du poids de l'hésitation. Admettre que les dés sont jetés, c'est dire « trop tard, c'est fait ». Pensez-vous que Nelson Mandela, enfermé dans sa cellule de prison, s'est dit « trop tard, les dés sont jetés ». Non, il a gardé espoir. Et tous ces grands stratèges de l'histoire, Alexandre, Hannibal, Napoléon, le duc de Wellington, peut-être ont-ils eu de la chance parfois. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils n'ont jamais rien laissé au hasard. Vous me direz que c'est faux, que toute stratégie comporte une part de risque, certes, mais tout grand stratège tente à opter pour la solution dans laquelle la part de risque évaluée est la plus acceptable. Alors que les stratèges, dans leur château de cartes et leurs batailles navales, s'apprêtent à en découdre, moi, je ne laisserai pas ces découdre mon avenir. Rappelons la définition d'Einstein. Nous appelons hasard les faits pour lesquels nos calculs échouent. Aujourd'hui, il n'y aura ni échec, ni hasard, ni destin auquel on ne pourra rien changer. Mon contradicteur se complaît à jouer au jeu de l'amour et du hasard. Ce jeu-là, à moi, il me fend le cœur. Lui, les dés lui brûlent les doigts. Moi, je compte bien manipuler ces dés pendant encore quelques secondes afin de bien les lancer. Il me reste quelque chose à dire avant de laisser place au silence. Parlons de ceux qui prônent un déterminisme digne des grandes tragédies grecques. Mais vous comprendrez que le hasard affecte seulement ceux qui s'y laissent jeter. Souvenez-vous que Phèdre avale un poison avant de mourir sur scène. N'est-ce pas le comble de l'héroïne tragique que de choisir l'instant et la raison de son silence? Merci. Le jury, à l'unanimité, a classé en premier donc monsieur Paul-Émile Cornu et en second monsieur David Gab. Nos félicitations à tous, à tous les candidats et bien sûr particulièrement aux deux qui sont retenus et qui, je crois, vont participer au concours national. Voilà. Merci. Merci à vous. Bien sûr, je désinfecte le livre, justement. Et le hasard a fait que c'était pas fait en plus. Tous. Alors ça a été particulier parce qu'on a eu du mal à départager malgré tout, même s'il y a une certaine unanimité. Vous aviez tous de grandes vertus et quoi qu'il en soit, on va dire qu'il y a uniquement des vainqueurs aujourd'hui puisque vous êtes les 4 finalistes. Là, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant réellement. Après, je laisse les 2 vainqueurs savourer leur réussite. Moi, ce que j'ai réellement apprécié, ce sont les références philosophiques de très très bonne qualité. Ce que je disais à Roland Blum, président du jury, et à mes collègues précédemment, les références à Émile Chartier, à Alain, qui est un philosophe qu'on cite que trop rarement, et qui pourtant est un philosophe majeur, un philosophe trop scolaire pour ainsi dire, et qui a une carrière qui est gâchée naturellement par son antisémitisme viscéral, puisque c'était un personnage très controversé, qui était réellement antisémite, mais
peut-être antisémite de la pire espèce, pour ainsi dire, parce que c'est un antisémitisme qui ne prenait pas naissance dans une idéologie politique ou antisioniste. Alain était un philosophe profondément antisémite. Mais mystère des talents, pour ainsi dire, de la philosophie, très grand philosophe qui a réussi à conceptualiser beaucoup de choses. Donc je salue les références. Et également, chez Paul-Émile, à la volonté de puissance. Et la citation de Pascal, qui n'a pas été nommée, tu nous parlais de Nami, alors le pari pascalien, je pense que c'était par rapport à Pascal, et avec un ton presque subliminal, pour ainsi dire. Il y a une continuité qui était de très très belle qualité, là aussi, par rapport à la volonté de puissance de Nietzsche, le vouloir vivre, donc de Schopenhauer, l'essence de la vie, la volonté aveugle d'exister qui nous pousse, qui nous incite à exister, à continuer à vivre, et la comparaison à Spinoza et à la nature, en comparant Dieu, donc la puissance, à la nature. Puisqu'avant de parler de volonté de puissance, avant de parler de vouloir vivre, même si la philosophie, j'affectionne plus la philosophie que la religion, auparavant, les philosophes qui étaient religieux également parlaient de Dieu pour expliquer la volonté d'exister. Donc le parallèle était très intéressant dans la continuité entre la volonté de puissance et Spinoza. Bravo à tous, en tout cas, et ça a été un grand honneur pour moi de faire partie de ce jury, et un très très bon moment. Félicitations, et je vous souhaite à toutes et à tous bonne chance pour la suite. Et je tiens à dire que je crois énormément en Sciences Po et en la capacité, la grande capacité de Sciences Po à former l'élite de demain. Et là aussi, par rapport à l'éloquence, justement, vous avez toutes et tous, intérêt à être éloquents, puisque quand on fait Sciences Po, on va représenter la cité, la région aux yeux de la nation, et la nation à l'international. Donc il vaut mieux être éloquent. Une dernière chose, peut-être par rapport à l'éloquence, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, selon moi, par rapport à l'éloquence, c'est que l'un des éléments majeurs, pour ainsi dire, l'un des éléments clés de l'éloquence, c'est l'énergie, c'est la concentration d'énergie. C'est vouloir se positionner, c'est exister. Et on peut comparer l'éloquence également à la pulsion de vie, au vouloir vivre, et même à l'instinct sexuel, justement, parce que ça part de là. C'est, je passe en premier, même si l'autre a des qualités, mais il faut que l'on m'écoute par rapport à la substance, parce que je suis convaincu de ce que je veux dire, mais il faut que l'on m'écoute. C'est une réserve d'énergie, l'éloquence. Une réserve d'énergie, ça se traduit forcément par une concentration d'énergie. Voilà, bravo à tous, et félicitations. Comment est-ce qu'il réagit C'est pas comme une règle de cours, c'est pas à notre échelle, c'est sûr. Il ne se pas sur le sujet.